Bonjour, je m'appelle Yvan Derouin, je suis infirmier anesthésiste au CHU de Nantes et je tiens à remercier le Collège breton d'accès vasculaire et plus particulièrement son président, Nico Dumortier, de m'avoir invité à participer à ce webinaire au travers d'une lecture critique d'articles. Donc c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. Donc, vous allez voir, ce sera assez scolaire. En tant que jeune chercheur, j'ai vraiment procédé comme on me l'a appris il n'y a pas très longtemps. Pour commencer, je ne déclare pas de conflit d'intérêts. Si vous allez voir sur la base Transparence Santé, j'ai dû toucher sur les 5 dernières années 30 € par an environ pour des petits déjeuners ou des repas. Voilà, offerts par différents labos. Donc j'ai voulu prendre une thématique que je connais plutôt bien, c'est-à-dire le midline. J'ai voulu aussi reprendre deux thématiques développées précédemment, et donc j'ai repris celle du docteur Chimot, ce qui concernait notamment les indications par rapport aux différents types de cathéters, donc là, en l'occurrence le midline. Donc c'est un document qui est en open access, et ça veut dire que vous pourrez tous aller le consulter après, parce qu'il n'y a pas de droit dessus. Et c'est un article que j'ai reçu de la part de Christian Dupont, qui est président du groupe interdisciplinaire francophone d'accès vasculaire, qui s'appelle le GIFAV. Je pense que vous en avez tous entendu parler. Et que vous devez tous le connaître, ou au moins son association. Et donc, je tiens à le remercier par la même occasion. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous faire une présentation assez scolaire. Donc, dans un premier temps, l'étude, elle porte essentiellement sur le rôle des médicaments dans le dysfonctionnement des midlines. Donc, c'est une étude expérimentale, un essai contrôlé, randomisé en 3 bras et 2 sous-groupes pour chaque bras. Alors, on va voir que la randomisation, elle n'est pas évidente du tout. En aveugle, là, c'est pareil, l'insu est respecté seulement pour une partie de l'analyse. Et en revanche, c'est effectué sur un modèle ovin. Alors, j'espère que je ne vais pas choquer les plus sceptiques d'entre vous, en sachant que c'est bien spécifié dans l'article qu'ils suivent les recommandations de la Société américaine des vétérinaires, de l'association. La revue en elle-même, c'est une revue bimensuelle à comité de relecture médicale à prééminence pharma, comme son titre l'indique. Elle a un impact factor en 2019 de 1,39. Il faut savoir que le New England Journal of Medicine est alentours de 75, ce qui est vraiment top revue. Et le Journal of Association Vascular Access, lui, est à 1,22, donc on est à peu près dans le même range. Cette dernière, la JAVA, c'est une revue qui publie vraiment beaucoup sur la thématique cathéter et tout ce qui est accès vasculaire. Et donc, vous pouvez voir qu'elle est un tout petit peu au-dessus. C'est une revue correcte, une revue médicale correcte. Voilà. Si on prend un autre calculateur de facteur d'impact, il s'agit par exemple de Simago Journal Rank, on voit qu'elle est à peu près dans les mêmes proportions, en sachant qu'elle est à 0,46, le New England à 18 et la Java à 0,20. Donc, vous voyez, elle est vraiment mieux classée que le Java. L'auteur, là en l'occurrence, c'est une autrice, donc c'est le docteur Marcia Ryder. C'était une ancienne infirmière qui s'est spécialisée, qui a fait un doctorat de sciences. Elle est chercheuse avec une thématique biofilm et infection. C'est l'ancienne présidente de l'association pour Vascular Access. Donc c'est une asso de médecins avec des paramètres sur tout ce qui est abord vasculaire. C'est un article nord-américain. Il faut savoir que la composante cathéter est vraiment bien investie par tous les paramètres là-bas. Et donc, du coup, la plupart des revues qui tournent autour de l'accès vasculaire sont vraiment et paramètres et médicales. Cette dame, elle a des conflits d'intérêts importants avec les laboratoires 3M et Lilly, qui sont vraiment deux gros mastodontes. Et en l'occurrence, là, son étude est essentiellement financée par Lilly. Donc, après, clairement, ça ne joue pas sur l'intérêt que je porte à cette étude, même si il ne faudra pas perdre de vue qu'elle a été quand même bien financée par ces laboratoires.
Donc l'introduction, son point de départ, c'est que l'échographie a permis au midline l'essor du midline, donc ça c'est pas nouveau. Que les guidelines se sont adaptés en conséquence, ça non plus, c'est pas vraiment nouveau. Ce qui est un peu nouveau, c'est dans l'article, l'équipe met en avant qu'il y a des pénalités financières qui seraient mises en place pour les infections sur cathéter centraux. Et du coup, les praticiens, pour justement déjouer ces sanctions, se sont mis à passer des produits qui étaient CVC exclusifs sur des midlines pour éviter justement ces conséquences-là d'infection sur cathéter centraux. Cette partie-là est vraiment pas très bien documentée dans l'article. Donc, est-ce que c'est un constat? Quel elle a fait? Je ne sais pas. En fait, d'où elle sort ce constat? Toujours est-il que s'il est prouvé, ça montre une nouvelle fois que le financement des dépenses de santé est un art difficile à appréhender, puisqu'il y a toujours des détournements pour contourner un peu la loi, entre guillemets. Donc, à partir de ce principe-là, elle a voulu déterminer quels étaient les facteurs de risque des propriétés médicamenteuses conduisant au dysfonctionnement des midlines. Donc ça, c'est l'objectif principal qui est très bien défini. L'objectif spécifique, et c'est là qui, pour moi, apporte une vraie valeur à cet article, c'est l'étude histologique de ces dysfonctionnements. C'est là où j'ai vraiment trouvé un réel intérêt à cet article. J'espère que ce sera pareil pour vous. Et l'objectif secondaire, il est assez classique par rapport à toutes les études qu'on a fait sur les cathéters. Je ne m'attarde pas du coup. D'un point de vue méthodologique, dans l'ensemble, l'étude est vraiment très bien montée. D'un point de vue méthodologique, il y a quelques biais qui transparaissent. On verra plus tard aussi, c'est d'un point de vue statistique que cela pêche essentiellement. Donc là, on peut voir les trois bras de randomisation. En fait, donc il y a le premier bras qui est la perfusion de cytotoxiques, qui soient en faible ou élevé. Les pH basiques ou acides, là vous allez voir les deux sont inversés en fait. Pour eux, low c'est basique et high c'est acide. Et l'osmolarité avec une osmolarité moyenne aux alentours de 675 milliosmoles et high aux alentours de 930 qui concerne essentiellement de l'alimentation parentérale. J'attire juste votre attention sur un des petits biais, par exemple le pH pour les éléments cytotoxiques est vraiment très acide et quasi peu ou prou comparable au bras pH. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc ça concerne tous les tests en fait. Et en ce qui concerne le contrôle groupe, le groupe contrôle entre guillemets, ce n'était que du sérum phi dans tous les cas. Comment elle a monté son groupe contrôle? Eh ben, en fait, c'est assez simple. Elle a pris pour chaque mouton, elle prenait une céphalique de la patte avant gauche ou droite, pour lequel elle perfusait le groupe test. Enfin, elle perfusait du coup les différents produits, enfin les différents médicaments, et elle prenait la céphalique contralatérale du même mouton pour faire le groupe contrôle. C'est-à-dire que le mouton était donc à la fois contrôle et sujet et test. Voilà. La procédure était identique pour tous les groupes, c'est-à-dire chaque mouton était perfusé à droite et à gauche, une perfusion test, une perfusion contrôle. Le critère de jugement principal, eh ben, c'était le dysfonctionnement du cathéter selon 4 critères cliniques, œdème, douleur, écoulement, occlusion. La sortie de l'étude, le endpoint, était la survenue d'un des critères ou l'échéance des 14 jours de pause. Le critère de jugement spécifique donc, qui concerne l'étude histologique, et c'est là où je vous ai dit qu'il y avait un réel intérêt à cette étude, c'est que chaque veine avec cathéter était étudiée, était découpée en tranches pour pouvoir être étudiée sous microscope.
Donc, il y avait 7 tranches qui étaient en amont de la sortie du cathéter, une tranche de section sur l'orifice de sortie du cathéter, donc ce qui faisait 8 tranches pour ce côté-là, et 8 sections également de la veine qui était perfusée à la sortie du cathéter. Donc pareil, 8 sections. Donc, ce qui faisait en tout donc extrémité plus les 7 sections précédentes et 8 sections ensuite, 16 sections, pardon, ce n'est pas facile à dire, 16 sections qui étaient passées au microscope. Et à partir de ces lames visualisées au microscope, un vétérinaire anatomopathologique créait un score de lésion du vaisseau, le VIS-score, là, où il notait chaque critère, inflammation, thrombus, nécrose, réaction périvasculaire de 0 à 4, ce qui faisait un score total sur 16, où 0 représentait aucune lésion et 16 le score le plus sévère. Les critères de jugement secondaire, ils sont assez classiques pour une étude sur les cathéters, je ne m'y attarde pas non plus. Les résultats les premiers résultats statistiques en fait montrent qu'initialement elle partait sur 24 moutons, donc comme il y avait 3 bras, cela faisait 8 moutons dans chaque bras, et comme il y avait 2 sous-groupes dans chaque bras, cela faisait 4 moutons dans chaque sous-groupe. Il y a 4 moutons qui ont été exclus, 3 pour infection et 1, on ne sait pas trop, elle parle d'une réaction aux drogues, enfin, un effet indésirable aux drogues, on ne sait pas trop, c'est pas trop décrit. Toujours est-il que elle montre que les groupes tests, il y en a 19 qui ont été arrêtés avant les 14 jours pour dysfonctionnement et 12 qui présentaient également un dysfonctionnement. Alors, comment c'est possible? C'est que dans les 19, 12 présentaient à la fois un dysfonctionnement sur le contrôle et sur le test. J'espère que vous avez bien compris, c'est que en fait, lorsqu'ils ont arrêté, par contre, on ne sait pas s'ils ont arrêté parce que c'était le contrôle qui était majoré par la douleur ou si c'était le test. Ça, c'est pas très bien expliqué dans l'article. Toujours est-il que le groupe test, du coup, dans 95%, on a observé une dysfonction. Alors, lorsqu'il n'y a que 20 moutons, forcément, c'était une manque clairement de puissance et exprimé en des proportions, le dysfonctionnement, je trouve que ça manque un petit peu de rigueur. On ne va pas s'attarder à ça parce que ce n'est pas des résultats qui, pour moi, me paraissent importants. Le délai moyen de dysfonctionnement était de 7 jours et demi sur l'ensemble des groupes. Cette diapo est un petit peu plus intéressante puisqu'elle concerne les scores. Alors, vous avez ici le score de lésion vasculaire et ici le délai d'apparition des dysfonctionnements. On va pas s'attarder sur ce délai d'apparition des dysfonctionnements puisqu'il n'a pas d'intérêt, puisqu'il est peu significatif. En revanche, en ce qui concerne la création d'un score de lésion vasculaire, en bleu, vous avez le groupe contrôle, donc c'est les veines qui ont eu du sérum phi, et en orange, ce sont les veines qui ont reçu les produits. Les 2 premiers concernent la vanco, les 2 suivants concernent l'alimentation et les derniers concernent la doxycycline et la cyclovir, donc c'était les pH acides et basiques. Donc basique pour la cyclovir et acide pour la doxycycline. On peut voir clairement que le vétérinaire anatomopathologiste a effectivement, alors qu'il était en insu, c'est-à-dire qu'il ne savait pas quelle veine avait été perfusée par quel produit, on peut voir qu'il y a quand même une différence très significative entre les veines perfusées avec des médicaments et sans médicaments. Alors, ça transparaît clairement moins pour l'alimentation avec une osmolarité à 675 milliosmoles et également pour la cyclovir qui est la solution basique où il n'y a pas de différence significative. En revanche, en ce qui concerne les autres produits de perfusion, là, il y a une différence et elle est franche et significative. En ce qui concerne les résultats secondaires, on peut voir qu'il n'y a pas de
d'interférences, enfin de biais qu'on peut mettre sur le fait qu'il y ait par exemple des gamètes de vaisseaux qui étaient plus importants dans un groupe que dans un autre, puisque on regarde que en ce qui concerne le diamètre des vaisseaux, et ben, que ce soit dans le groupe, dans la partie test ou dans le groupe contrôle, ils sont quasi superposables. Pareil pour le ratio cathéter sur veine. Là aussi, les ratios sont assez bien équilibrés. En termes de flux sanguin, au niveau de l'extrémité du cathéter, ils sont identiques. On peut un peu discuter sur le niveau de l'insertion, où effectivement le flux sanguin est un peu moins important dans le groupe test que dans le groupe contrôle. On n'a pas de petit p pour déterminer la significativité des tests, mais bon, on peut penser qu'il y a vraisemblablement une différence vu l'écart qu'il y a entre les groupes. Je pense que son étude manque clairement de puissance et du coup, c'est pour ça qu'elle n'est pas allée plus loin dans l'analyse statistique. En termes d'apparition de thrombose, qui était un autre critère de jugement secondaire, là aussi, il n'y a pas photo. Entre les groupes bleus contrôle, donc aussi amphi versus test, c'est-à-dire avec le médicament, et ben là aussi, il y a une apparition clairement significative de thrombus de manière plus importante. Alors, et pareil, on retrouve pas pour l'alimentation à 6,75 et pas pour le pH basique. En revanche, ça apparaît un petit peu inférieur à 0,5 pour l'alimentation hyperosmolaire ou l'Avanco à 10 mg par millilitre. Donc là, on va arriver dans la partie des résultats qui, moi, me paraissent vraiment, enfin, qui m'ont particulièrement intéressé. Donc, il se trouve que c'est les photos des coupes histologiques qui ont été mises en avant. Donc là, je vous ai mis en la photo A qui correspond à justement le groupe contrôle. Donc un score de APIS à 0, c'est-à-dire une paroi vasculaire intacte, une lumière parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'occlusion, et un tissu périvasculaire qui est sain. On peut voir, là, c'est un petit nerf. Donc, c'est un peu, on va dire, la référence en termes de vasculaire, d'atteinte vasculaire, puisqu'il n'y a pas d'atteinte vasculaire et que l'ensemble des tissus sont sains. Là, on peut voir qu'en fait, la première coupe qui a été étudiée, là, on a un score de VIS à 1, donc de lésion vasculaire à 1 sur 16, qui apparaît au 9e jour pour retrait pour douleur, où on voit effectivement une paroi vasculaire quelque peu remaniée et surtout l'apparition d'un thrombus péricathéter composé de fibrine et de plaquettes, une sorte de manchon qui s'est collé au cathéter. Et ça, c'est sur le groupe contrôle. Ça veut dire que c'est le groupe qui n'a pas reçu de médicament. On peut considérer que quel que soit, à partir du moment où on introduit un cathéter, sans même perfuser de médicaments, il y a un thrombus qui se crée naturellement au niveau du cathéter. Donc ça, on le savait, ça a été décrit plusieurs fois. Là, de nouveau, je vous ai laissé la photo A à chaque fois pour bien comparer en fait entre un vaisseau sain et un vaisseau qui commence à se léser. Donc là, on est dans le groupe d'oxycycline, 1 mg par millilitre. Le groupe contrôle, donc ce n'est pas la veine qui est perfusée, c'est la veine contralatérale. Elle a un score de 5 sur 16 où il y a un écoulement. Et là, on peut voir effectivement un thrombus mural complet avec une réaction périvasculaire et une intima hyperplasique. Donc on voit qu'il y a une altération de la paroi vasculaire et un thrombus qui se plaque contre ce vasculaire et qui modifie le tissu sous-jacent. Là, on est sur une alimentation moyenne au niveau osmolaire. Là, c'est le groupe test, donc c'est le groupe qui a été, c'est une veine qui a été perfusée, un score de 8 sur 16, donc on est à la moitié. Important thrombus mural, très significatif, avec une fibrose murale. Donc on peut voir, on a du mal à distinguer d'ailleurs entre la paroi et le thrombus. Et surtout, on voit que là, il y a le cathéter et donc la lumière du vaisseau est fortement réduite.
Ici, on est sous Vanco, 4 mg. Alors, on ne sait pas si c'est le groupe test ou le groupe contrôle, c'est pas précisé. On voit qu'il y a une modification de l'architecture cellulaire avec des marqueurs de sténose et d'extravasation périvasculaire. Donc là, on voit en fait une sorte de fibrose et surtout une atteinte périvasculaire là, aux alentours des pointillés. Pareil, on a du mal à déterminer la paroi vasculaire et on voit que la lumière est quasiment occlue sur l'ensemble du vaisseau. Là, nous sommes sur une alimentation hyperosmolaire, le groupe test, donc le groupe perfusé, la veine perfusée, pardon, 11 sur 16, 9e jour, douleur et écoulement. Là, clairement, on voit une occlusion partielle liée au thrombus et des plaques de nécrose qui apparaissent au niveau de la paroi et surtout une réaction périvasculaire avec une extravasation. Donc, comme il y a une altération de la paroi du vaisseau, et ben l'infusa a tendance à diffuser au niveau périvasculaire. Enfin, là, nous sommes sous Vanco à haute dose, groupe de la veine qui a été perfusée avec un score de 12 sur 16. Donc là, thrombus transmural, occlusif, extrémité du cathéter. Donc là, on voit clairement une réaction périvasculaire et donc là, la veine est complètement occluse. Donc vous voyez, on arrive quand même à distinguer la paroi et on voit clairement que le thrombus a complètement occlu la lumière. Voilà. La discussion de l'article, elle enfonce un peu des portes ouvertes, c'est-à-dire que il rappelle de bonnes pratiques en respect du pH, respect de l'osmolarité, qu'il faut, si on utilise des médicaments cytotoxiques, il faut les adapter et mesurer dans le temps. Les limites qu'ils exposent, c'est que c'était sur des moutons sains et effectivement, la plupart du temps, quand on pose un midline chez un patient, on ne peut pas dire qu'il soit exempt de tout marqueur inflammatoire. Les marqueurs inflammatoires, d'ailleurs, a priori, certaines études ont montré que il pourrait y avoir une interaction entre justement le groupe test. Comme le mouton était à la fois test et contrôle, il est possible que l'inflammation du bras test, de la patte test, influe sur l'inflammation au niveau de la patte contrôle. Ça a été décrit qu'il y a des translocations entre guillemets de marqueurs inflammatoires et qui viennent se greffer autour du vaisseau qui a été lésé lors de l'introduction du cathéter et donc du coup qui majorent les risques de dysfonctionnement. Enfin, ils disent qu'il y a probablement un délai d'apparition des dysfonctionnements qui a été surestimé puisqu'ils considéraient qu'il y avait dysfonctionnement après 24 heures d'observation du critère clinique. En conclusion, par rapport à cet article, c'est une méthodologie qui était bien construite, bien conduite également. Le résultat de l'étude histologique, c'est vraiment l'originalité principale de cet article. C'est vraiment ce qui m'a paru intéressant. Les points discutables, ils sont sur l'étude statistique, puisque l'effectif est assez faible. Et peut-être que la conclusion est aussi à lire au regard du financement. Alors moi, depuis que je pose des cathéters, on m'a toujours dit qu'il fallait faire le bon cathéter au bon patient au bon moment. Il est difficile souvent d'apprécier quel est le bon cathéter au bon moment pour un patient. Voilà. Je pense que Michele nous a bien aidé. Toujours est-il que dans la pratique au quotidien, dans la vraie vie, il existe toujours des difficultés pour savoir si on pose le bon cathéter au bon patient au bon moment. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que cela vous aura intéressé. Je suis disponible du coup pour en discuter maintenant avec les membres du CB AV.